Cela étant, nous allons en venir au fait. Je vais vous prier de bien daigner vous lever pour accueillir la cour de l'histoire qui va statuer dans la cause de Moïse Tshombe. La Cour de l'histoire, statuant en matière répressive, déclare ouverte son audience publique de ce 4 janvier 2022. Veuillez vous asseoir. Monsieur le greffier principal, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle du 4 janvier 2022. Affaire en introduction, néant. Affaire à prononcer, néant. Affaire en continuation, une seule. RP 004. En cause, l'accusateur public contre Sieur Kapend Tshombe Moïse. Pour copie certifiée conforme de l'extrait, Kataï Kazadi Parfait, greffier principal près la Cour de l'histoire. Merci, Monsieur le Président. La Cour vous remercie pour votre ministère et elle rappelle la cause inscrite sous RP 004. En cause, l'accusateur public contre M. Moïse Kapend Tshombe. La Cour passe la parole au juge rapporteur pour la présentation du prévenu. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous daignez m'accorder. Moïse Kapend Tshombe est né le 10 novembre 1919 à Musumba. Fils de Joseph Kapend Tshombe, il est l'aîné d'une fratrie de 11 enfants et descendant direct de Mointiave. Sur le plan éducationnel, il nous revient que Tshombe a fait des études supérieures et ce par correspondance. Ah ça, des études par correspondance, comme il en est le cas pour la majeure partie de nos très chers politiciens contemporains congolais. Et Dieu seul sait comment Tshombe y est parvenu, d'autant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Internet dans la colonie belge. Enfin, bref. Sa famille possédant une entreprise commerciale prospère, il débuta dans les années 1950 dans le négoce avec la création d'une chaîne de magasins implantée au Katanga. En 1951, Tshombe forge ses premières armes dans la politique en devenant conseiller provincial du Katanga à la place de son père. Monsieur le Président, c'est véritablement vers les années 1950 à 1958 qu'il fait de la politique une carrière. Et il advint qu'en 1959, il fut élu président du parti politique du nord de la Konakat, entendez la Confédération des associations tribales du Katanga. À ce titre, il prit part à la table ronde organisée à Bruxelles en début de l'année 1960. Ainsi, lors des premières élections générales tenues en mai 1960, il remporta avec son parti la majorité absolue de la nouvelle Assemblée provinciale. Et peu après la proclamation de l'indépendance, survenue le 30 juin, une violence inouïe s'installa à Léopoldville et finit par atteindre le Katanga le 9 juillet. Tshombe se saisit donc de cette occasion pour déclarer le 11 juillet l'indépendance du Katanga.
S'ensuivirent alors de funestes et sanglants troubles ayant opposé les sécessionnistes à ceux qui n'épousaient pas l'idée d'un État séparatiste. Entre-temps, l'ONU ne reconnaissant pas son autorité, ses troupes s'abstinrent de lui prêter main forte. Persistant, Tshombe fut élu président du Katanga en août 1960. L'on se souviendra encore longtemps de la relation sulfureuse qu'il entretient avec le Premier ministre Adoula lorsque ce dernier dit à un journaliste, je cite, « Je me méfie de Tshombe car je connais le joueur et je connais le jeu. » Et Tshombe de répondre, je cite, « Moi je suis d'abord né dans une famille de chefs. Mon père est riche, mes frères sont riches. Adoula, c'est un ancien commis de la COFACO qui gagnait quoi? 2000 francs. En outre, Monsieur le Président, après l'assassinat le 17 janvier 1961 de Lumumba qui intervint sur ses terres et qui lui fut imputé, il réunit les 14 leaders congolais en mars 1961 à Tananarive avec pour dessein de former un front commun contre l'intervention onusienne. À son grand dam, cette conception ne prospéra pas à la conférence de Coquillateville tenue en avril. Aussitôt, le gouvernement Adoula Gizenga ainsi que les forces de l'ONU mirent fin à la sécession katangaise. Et en janvier 1963, Tshombe proclama la fin de l'État katangais et fut par la suite contraint à l'exil, en Rhodésie du Nord, puis en Espagne. Cependant, mi-1964, il fut rappelé par Adoula et Mobutu dans le dessein de former une tentative de réconciliation nationale et assuma ainsi les fonctions de Premier ministre avec pour mission de mater la rébellion mouléliste. Un an plus tard, il fut démis de ses fonctions par le président Kasavubu. Rebelote. En 1966, Tshombe est à nouveau contraint à l'exil à Madrid par Mobutu, qui, ayant pris le pouvoir, l'accusa de haute trahison. C'est alors qu'en mars 1967, il fut condamné à mort par contumace par un tribunal congolais lors du procès Chipola. Et le 30 juin 1967, il subit un rapt. En effet, l'avion qui le transporte est détourné vers l'Algérie, où il fut placé en résidence surveillée par le pouvoir algérien, qui en refusa l'extradition à Mobutu, lui préférant plutôt un procès international. 2 ans, jour pour jour après, Tshombe décède le 29 juin 1969, toujours en détention et officiellement d'une crise cardiaque. Sa dépouille mortelle fut transférée vers la Belgique, où elle repose depuis. Ses funérailles eurent lieu en toute intimité en juillet 1969 et auxquelles prirent part sa veuve, ses 9 enfants et quelques proches. Ainsi s'acheva le périple de cet homme qui n'eut vécu que la moitié d'un siècle et dont l'histoire congolaise retiendra les soubresauts ayant fait de lui l'une des personnalités africaines aussi bien adulées que controversées. Voilà donc, Monsieur le Président, la succincte présentation du ci-devant prévenu. J'ai dit. La Cour vous remercie pour votre ministère et rappelle que l'affaire revient à l'audience de ce jour pour recevoir plaidoirie. Néanmoins, à la demande des parties, la Cour va procéder rapidement à l'audition de quelques derniers témoins. C'est de la sorte que la Cour invite à la barre Monsieur Jacques Massangou. Monsieur Jacques Massangou, s'il est dans la salle, qu'il se présente à la barre. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Jacques Massangou Amonza. J'ai été l'un des premiers diplomates désignés pour représenter le Katanga indépendant auprès de la communauté économique européenne à Bruxelles.
Monsieur le Président, je venais de publier tout récemment mes mémoires qui constituent en quelque sorte mon témoignage sur Moïse Tchombé, aujourd'hui déféré devant votre cour de l'histoire. En tant que diplomate, au-delà de toutes les questions traitées dans mon livre, je voudrais simplement m'appesantir sur la portée internationale de ce qu'a été l'affaire de sécession décidée par le prévenu. À ce propos, le premier fait historique qu'il convient de noter, c'est que cette affaire a vu mourir tout un secrétaire général des Nations Unies, M. Dag Hammarskjöld. Une disparition tragique, parce que dans la nuit du 17 au 18 septembre 1961, un DC-6 aux couleurs des Nations Unies décolla de Leopoldville à destination d'Ndola, en Zambie. À son bord, le secrétaire général Dag Hammarskjöld, 3 de ses conseillers américains, un responsable canadien de la mission des Nations Unies au Congo et plusieurs agents de sécurité. L'avion survola à basse altitude la ville d'Ndola, perdit subitement de l'altitude avant de s'écraser sur une colline à proximité d'Ndola. Les secouristes y retrouveront plusieurs corps, dont celui du secrétaire général. Mais que s'était-il passé? Nul ne le sait. Selon toute vraisemblance, il s'était agi d'un attentat. En effet, on a retrouvé des balles dans le corps de 2 passagers suédois. Et le coupable aurait même été identifié. Il s'agirait d'un passager mystérieux vêtu aux couleurs de l'uniforme de l'ONU. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, comme le dit si bien l'historien Dayuel, c'est encore là une énigme dont l'histoire du Congo a le secret et qui malheureusement ne sera jamais élucidée. Le deuxième fait historique que je voudrais évoquer et qui s'inscrit dans cette dimension internationale que j'aborde, c'est la reconnaissance même de l'État katangais. En effet, comme chacun le sait, en droit international public, c'est la reconnaissance qui légitime et consacre un État en tant que sujet de droit international. Dès lors, le plus difficile pour Tchombé n'était pas tant de proclamer l'indépendance du Katanga. Or, il nous revient que l'État du Katanga n'a jamais été reconnu ni de facto, ni de jure par aucun autre État. D'ailleurs, même le Congo-Brazzaville, dirigé à l'époque par l'abbé Fulbert Yulu, n'osa reconnaître l'indépendance du Katanga, pourtant un grand ami à Tchombé. Yulu fut triomphalement accueilli ici, à Elisabethville, et pour ceux qui l'ignorent, l'avenue Kassai fut rebaptisée avenue Yulu, mais il n'osa reconnaître l'indépendance du Katanga. Par ailleurs, travaillant dans cette optique de faire reconnaître son État indépendant, Tchombé décida d'envoyer une mission d'information en Belgique et aux Nations Unies, laquelle mission était d'ailleurs conduite par Jean-Baptiste Kibwe. Mais elle n'aboutira pas à la reconnaissance de l'indépendance. En fait, il n'était tout simplement pas possible d'obtenir cette reconnaissance dès lors que la Belgique elle-même était opposée à la démarche de sécession, officiellement en tout cas. Parce que le ministre belge des Affaires étrangères avait fait savoir aux représentants diplomatiques de la Grande-Bretagne, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, des États-Unis, que la Belgique était opposée à l'idée de l'érection de la province du Katanga en un État indépendant. Plusieurs raisons furent avancées, notamment qu'à court terme, la Belgique craignait de mettre en péril les vies et biens européens qui auraient été accusés d'avoir participé au complot de sécession. Aussi, l'on craignait que l'indépendance du Katanga ne puisse compromettre la vitalité économique de l'ensemble du Congo, qui deviendrait alors une proie pour le communisme. Par ailleurs, la Belgique savait
que la plus grande faiblesse de l'entreprise de sécession était que l'idée même d'un État katangais n'avait pas obtenu l'adhésion de tous les Katangais. Au contraire, cette idée fut farouchement combattue par le cartel Baluba-Kat de Johnson Sendwe, parti rival à la Konakat de Tchombé. Enfin, on savait que l'ordre et la tranquillité qui semblaient régner au Katanga n'étaient pas l'œuvre des gendarmes katangais, mais plutôt de mercenaires belges que Tchombé avait fait déplacer de la base de Kamina à Elisabethville. Voilà ce qu'il en a été de l'affaire des sécessions, Monsieur le Président, mais si vous permettez, je terminerai par évoquer le cas Lumumba. Nous savons tous qu'en droit international, le transfèrement d'un prisonnier d'un État vers un autre nécessite un accord d'extradition. Dans le cas Lumumba, la communauté internationale n'avait pas cru ses oreilles en apprenant que Lumumba et ses compagnons avaient été transférés de Léopoldville à Elisabethville. Or, il n'y avait eu aucun accord d'extradition entre les deux États indépendants, entre le Congo et la République du Katanga. De plus, Lumumba n'avait pas d'origine katangaise pour qu'on l'y amène. Pourquoi avait-on besoin d'accepter ce prisonnier-là, ici? J'avais fait personnellement la remarque à Tchombé lorsque j'étais revenu de l'Europe, parce que j'avais estimé qu'il s'agissait là d'une défaillance monumentale. Telle est ma déposition, Monsieur le Président. Je vous remercie. La Cour prend acte de votre déposition qui est retenue au titre de renseignement. Monsieur Edmond Kibawa est invité à prendre la parole pour ses dépositions. Merci de la parole, Monsieur le Président. Je m'appelle Kibawa Edmond, docteur en histoire, professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi. Monsieur le Président, j'ai publié le livre intitulé « Jason Sendwe et la construction du national lumumbisme au Nord Katanga », dans lequel j'ai retracé le parcours de Jason Sendwe et présenté un panorama de l'histoire du Katanga. En effet, Monsieur le Président, vous vous en doutez bien, on ne peut pas parler de l'affaire Tchombé sans évoquer le nom de Jason Sendwe. Ceux-ci ayant été incontestablement les deux leaders katangais les plus importants dans les années 60, Tchombé en tant que président de la Konakat et Jason Sendwe en tant que président du cartel Baluba-Kat, les deux plus grands partis de l'espace katangais. Monsieur le Président, s'agissant des faits, l'histoire retiendra que c'est le cartel Baluba-Kat de Jason Sendwe qui s'est farouchement opposé à l'idée de la sécession katangaise. En effet, on oublie souvent de rappeler que quand Tchombé fait sécession et proclame l'État du Katanga, le cartel Baluba-Kat, avec à sa tête Jason Sendwe, s'est clairement désolidarisé au point même de faire sécession dans la sécession katangaise en s'engageant dans une lutte armée et en formant un gouvernement dissident à Manono, alors appelé la province de l'Étain par opposition à la province du Cuivre du Sud Katanga. Dès lors échappèrent ainsi au contrôle de Tchombé les territoires de Lubudi, Mitwaba, Bukama, Kabalo, Kalemi, Kongolo, Manono, Moba, Nyunzu, Kamina, Kabongo, Malembankulu et Kanyama. Mais comme il fallait s'y attendre, la guerre
une guerre dont on ne parle pas beaucoup éclata. Le Nord Katanga sera à feu et à sang. Armée jusqu'aux dents, la gendarmerie katangaise de Tchombe va mater impitoyablement les efforts et la rébellion des jeunesses Balubakat. Au fond, Jason Sendwe était lumumbiste. Et l'idéologie Balubakat, comme motif excitant à la guerre, était centrée sur le national lumumbisme, fondé sur le credo Congo uni égale pays fort. Le Congo devait à tout prix rester uni. Monsieur le Président, au-delà des faits que je viens de vous relater, mon livre s'est aussi intéressé à ce que j'ai voulu nommer le jugement du tribunal katangais de l'histoire sur la personne de Jason Sendwe. En effet, aujourd'hui, la mémoire de Sendwe est controversée. En même temps qu'il apparaît comme ayant été le défenseur de l'unité nationale du Congo, son nom est de plus en plus sapé par des provincialistes nostalgiques qui le considèrent comme un traître qui leur a fait échapper l'occasion de l'indépendance du Katanga, qui aurait conduit cette province, devenant pays, à la plus grande prospérité loin du reste du Congo qui vit à ses dépens. Voilà donc, Monsieur le Président, Jason Sendwe serait peut-être à ce titre l'image de ceux qui aiment tellement un Congo uni qu'ils finissent par s'attirer les foudres des gens de leur tribu ou de leur clan. Au total, quand on parlera du Katanga d'après indépendance, on retiendra que Tchombe est le sécessionniste et que Sendwe l'a combattu au nom de l'unité du Congo. J'en ai terminé, Monsieur le Président. La Cour prend acte de vos dépositions qui seront retenues à titre de renseignement et appelle à la barre M. Passou Lundula. Monsieur Passou, vous avez la parole. Monsieur le Président, je m'appelle Passou Lundula, libre penseur et chercheur émérite. Monsieur le Président, on a élevé au centre-ville de Lubumbashi un monument de Tchombe le 29 juin 2010 à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du Congo et du 30e anniversaire de son décès. Révolté, j'ai écrit un livre intitulé « Tchombe, la honte de l'Afrique ». Oui, c'est vraiment affligeant. Le Congo est ainsi le seul pays au monde où l'on érige des monuments pour des traîtres. Cette bêtise nous fait passer, nous Congolais, aux yeux du monde pour des dadais. En vérité, il ne m'était jamais venu à l'esprit de consacrer un ouvrage à Moïse Kapende Tchombe. Je me disais que lui consacrer un ouvrage à une ville caricature de son espèce serait lui faire un grand honneur qu'il ne mérite pas. Néanmoins, j'ai noté que pour des myriades de Congolais qui avaient une fausse image de Tchombe, suite à des bobards que certains funambules ont brodés autour de sa personne, qu'ils ont nimbé à coups de blablabla, mon livre a été une révélation. La simple évocation du nom de Tchombe me révulse toujours de dégoût. Monsieur Passou, vous déposez devant la Cour de l'Histoire. Prière de nous épargner des considérations d'ordre personnel. Vous devez éclairer la Cour et utiliser un langage courtois. D'accord, Monsieur le Président. Souffrez encore un peu. Monsieur Passou, la Cour vous invite à utiliser un langage courtois et à l'attention de l'assistance. La Cour désapprouve les bruits et les salves d'applaudissements. Sinon, elle va procéder au huis clos. J'ose croire que vous ne nous y amènerez pas. Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Lumumba avait tout dit sur Tchombe.
Notre frère Tchombe qui a voulu servir les intérêts égoïstes au lieu de servir les intérêts de son pays, de sa patrie, de ses frères noirs. Tchombe sera jugé demain par l'histoire. Nous y voilà, Monsieur le Président. Nous y voilà. Monsieur le Président, au fait, Tchombe, c'est en résumé l'histoire du nègre qui vend les nègres. Le noir qui met les chaînes aux noirs. On sait combien les lobbies coloniaux et racistes de par le monde l'ont monté en épingle pour sa servilité qui a fait de cette carpette le chouchou de l'Occident. Monsieur Passou, la Cour vous rappelle que vous devez utiliser un langage courtois et ce n'est pas parce que vous êtes Passou que vous ne savez pas vous passer des insultes. La Cour vous signale que au prochain dérapage, elle sera obligée de vous reprendre la parole. Monsieur le Président, disons-nous la vérité. Tchombe ne s'est jamais battu pour l'indépendance du Congo. Il ne la voulait pas. Il préférait en être dépersonnalisé et taré qu'il était l'esclavage à la liberté. Lors des travaux de la table ronde, Tchombe était bien présent avec à ses côtés Maître Jean Humblé, conseiller de la CONACAT. Et le travail de Humblé consistait à rédiger de bouts de papier que Tchombe lisait. Humblé lui soufflait même sans gêne et au vu de tous des réponses et des attitudes pendant la séance. Mais c'est ce qui avait poussé Lumumba à gifler Tchombe pendant la pause. Monsieur le Président, Tchombe fait pitié. Car il n'a vécu qu'une vie de paillasson. Même la déclaration de l'indépendance du Katanga, il n'en est pas l'auteur. C'est Georges Tissens, secrétaire permanent de l'UCOL et conseiller de la CONACAT, chargé de mission spéciale dans le cadre de la sécession katangaise, qui l'avait rédigé et qui la lui refila pour lecture. Le bon nègre Tchombe n'a décidé de rien. On le mène partout comme un petit chien de salon. Monsieur Passou, c'est le tout dernier avertissement. Et la Cour répète que ce n'est pas parce que vous êtes Passou que vous ne savez pas vous passer d'un langage grossier. Le greffier doit retenir que vous ne tiendrez pas compte de tout ce qui n'avance pas à la Cour, tout ce qui n'éclaire pas sa religion. Pour la énième fois, utilisez un langage courtois. D'accord, Monsieur le Président. Quand le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba se rendirent courageusement à Lubumbashi pour empêcher la sécession, c'était le major Weber. En définitive, Tchombe était une création coloniale, personnage folklorique et burlesque, le prototype même du bon nègre. Gogo, sans esprit, heureux de sa servitude, dépourvu de rancune, aimable, rigolard, pleureur, obséquieux, et qui accepte l'humiliation sans la moindre réaction pour qu'on s'apitoie sur son sort. Il était véritablement, avec son accoutrement de personnage de cirque, un vrai clown. Monsieur Passou, épargnez la Cour de vos considérations personnelles et votre déposition est reçue au titre de renseignement et la Cour se pose même la question si vous avez eu à rencontrer Tchombe pour le décrire de cette façon. Donc vous ne rapportez que ce que vous avez vu, vécu ou entendu. Veuillez procéder, mais cette fois-là, il faut être courtois. D'accord, Monsieur le Président. Je disais... Permettez-moi, il était laid avec son faciès de gibon. Monsieur Passou, veuillez retirer cette parole. Monsieur le Président, je retire. Et la Cour estime qu'elle ne sera pas obligée de vous expulser de la salle. Donnez vos dépositions pour éclairer la Cour. D'accord, Monsieur le Président. Tchombe adorait le blanc qu'il prenait pour un dieu et qui le faisait changer de cap d'un simple claquement de doigts. Lumumba avait prophétisé sa fin.
si je meurs demain, c'est qu'un blanc aurait armé un Congolais. Quand il devient Premier ministre, Tshombe a bradé le portefeuille de la République avec une inconscience criminelle en opposant sa signature sur le document réglant le contentieux belgo-congolais. Somme toute, Tshombe a joué un rôle particulièrement néfaste dans l'évolution historique du Congo, en se mettant obséquieusement au service des ennemis de l'Afrique. Monsieur le Président, c'est malheureux. Monsieur le Président, l'histoire juge toujours à froid quand toutes les passions et les feux d'artifice des médias s'éteignent. Telle est la leçon que nous tirons de la place que Lumumba et Tshombe occupent respectivement dans l'histoire. Le premier est au panthéon des géants du XXe siècle, tandis que le second est enfoui dans les oubliettes de l'histoire. Tshombe niche dans la poubelle de l'histoire et personne ne pourra l'en tirer, même avec une grue. Tshombe a inscrit son destin en lettres cousues de honte et de lâcheté. Il a payé au prix fort le revers de l'histoire. Il a eu l'argent, il a connu les honneurs, la gloriole, la vaine gloire, certes, mais il n'a jamais rayonné ni irradié comme un être d'exception. À ces causes, Monsieur le Président, je vous prierai d'ordonner qu'on puisse déboulonner cette statue de la honte placée au cœur de la ville, à la place de la Poste. Ce sera justice. Monsieur Passou, la Cour vous rappelle que vous êtes un renseignant, vous n'avez pas à disposer pour formuler des demandes à la Cour. La Cour note par ailleurs que tout ce qui a été outrageant, elle n'y fera pas égard. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci, Monsieur le Président.